En mars 1982, des ouvriers en rénovation, en démantelant une maison victorienne condamnée sur Snargate Street à Douvres, en Angleterre, découvrirent un journal relié en cuir, scellé dans une cavité murale qui était restée intacte pendant plus d'un siècle. Le journal appartenait à Catherine Whitmore, une jeune fille de 14 ans, issue de la famille d'un médecin respecté, et documentait les routines ordinaires de la vie de la classe moyenne supérieure en 1876. Mais ces pages jaunies contenaient quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Catherine avait écrit un récit détaillé de la noyade de sa jeune sœur, 3 semaines avant la mort d'Eleanor Whitmore. Chaque détail qu'elle consigna s'avérerait exact, d'une précision impossible. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. Le docteur James Whitmore tenait un cabinet médical florissant sur Snargate Street à Douvres, au service des familles de marchands et des officiers de marine qui composaient la société respectable de la ville durant l'hiver de 1876. Sa demeure reflétait la prospérité confortable d'un médecin victorien prospère. Une maison de ville de 3 étages avec des quartiers pour les domestiques. Un cabinet de consultation bien aménagé et une bibliothèque contenant les dernières revues médicales de Londres et d'Édimbourg. Sa femme, Margaret, gérait la sphère domestique avec l'efficacité attendue de sa classe, supervisant l'éducation et le développement moral de leurs 2 filles. Catherine, à 14 ans, avait atteint cet âge délicat entre l'enfance et la féminité, affichant le tempérament sérieux et la curiosité intellectuelle que son père encourageait, peut-être un peu trop pour les conventions victoriennes. Sa jeune sœur Eleanor, âgée de 11 ans, possédait le tempérament vif et le charme facile qui faisaient d'elle une favorite de leur cercle social. Les filles partageaient une chambre au 2e étage, où Catherine gardait son journal dans une boîte en bois sous son lit, remplissant ses pages de l'écriture soignée apprise de leur gouvernante, mademoiselle Hartford. Les premières entrées de janvier 1876 documentaient précisément ce que l'on attendrait de la fille d'un médecin, des observations sur les patients de son père présentées avec des détails cliniques, des descriptions des leçons matinales de français et de mathématiques, des récits des promenades de l'après-midi le long de la marine parade où les sœurs regardaient les paquebots à vapeur arrivant de Calais. Catherine consigna une réception particulièrement agréable le 15 janvier, où Eleanor joua un morceau de piano sans faute, notant avec une fierté sororale que leur mère avait souri pendant toute la performance. Le 23 janvier, elle décrivit un service dominical à l'église Sainte Mary, où le révérend Thompson prononça un sermon sur la providence et la volonté divine, un thème qui allait plus tard acquérir une ironie dévastatrice. Les entrées révélaient une relation fraternelle typique. Catherine était parfois agacée par la tendance d'Eleanor à emprunter ses rubans sans demander, mais elle était fondamentalement dévouée à la jeune fille qui l'admirait avec une admiration sans faille. Elles faisaient leur promenade du soir ensemble chaque jour à 5 heures, suivant le même itinéraire à travers les rues étroites près du port, Catherine signalant des détails architecturaux et Eleanor ramassant des pierres intéressantes sur la plage de Galets. Le 2 février, Catherine documenta avoir aidé Eleanor avec ses leçons de géographie, dessinant des cartes du littoral anglais et expliquant les schémas de marée qui régissaient le trafic portuaire de Douvres. Tout dans ces entrées suggérait le passage ordinaire du temps dans un foyer bien ordonné. L'écriture restait ferme et claire. Les observations étaient celles d'une jeune fille intelligente et observatrice, vivant une vie de privilège et de sécurité.
Rien n'indiquait, en ces semaines d'hiver de 1876, que Catherine Whitmore était sur le point de documenter quelque chose qui remettrait en question la nature même de la conscience humaine et du temps lui-même. La première entrée qui s'écarta du modèle établi apparut le 3 mars 1876, bien que sa signification ne devint évidente que rétrospectivement. Catherine nota s'être réveillée vers 3 heures du matin d'un rêve qu'elle décrivit comme inhabituellement vivace et persistant en mémoire. Dans le rêve, elle se tenait sur une jetée, regardant une eau sombre qui se mouvait avec une étrange épaisseur, presque visqueuse dans son mouvement. Elle nota la température de l'air dans le rêve, froide, humide, oppressive, et la qualité particulière de la lumière qui suggérait une fin d'après-midi au début du printemps. Ce qui la troublait le plus, écrivit-elle, n'était pas le contenu du rêve lui-même, mais les détails sensoriels qui persistaient après son réveil, l'odeur d'algues si forte qu'elle vérifia sa chemise de nuit pour y trouver des traces de l'océan, le son de l'eau clapotant contre des poteaux en bois, qui continuait même alors qu'elle était assise dans son lit, pleinement consciente. Elle mit cela sur le compte de leur récente promenade côtière, bien que l'entrée se terminât par un aveu inhabituel de malaise. 3 jours plus tard, le 6 mars, elle documenta un autre événement qu'elle peinait à articuler avec sa précision caractéristique. Pendant le petit déjeuner, alors qu'Éléanore racontait une histoire sur leur leçon du matin, Catherine éprouva ce qu'elle décrivit comme une sensation de froid profond, comme si j'avais été soudainement immergée dans l'eau de mer en hiver. La sensation dura environ 30 secondes, accompagnée d'une difficulté à respirer et de ce qu'elle nomma, empruntant au vocabulaire médical de son père, un épisode tachycardique, son cœur s'emballant sans cause apparente. Le plus troublant était l'odeur qui accompagnait cette sensation, l'odeur indubitable de l'eau du port, épaisse de saumure et de décomposition organique, si puissante qu'elle demanda à Éléanore si elle la remarquait. Éléanore ne sentait rien. Les entrées de la 2e semaine de mars révélèrent une escalade de ces expériences. Catherine commença à les documenter avec un détachement clinique, créant un catalogue de symptômes qui suggérait qu'elle tentait de comprendre un état pathologique. 9 mars. Ressentit la sensation de l'eau 3 fois aujourd'hui. Durée en augmentation. L'odeur d'algues est maintenant accompagnée de phénomènes auditifs. Le son distinct des vagues, rythmique, insistant. 11 mars. Les épisodes se produisent maintenant le plus fréquemment en présence d'Éléanore. Cette corrélation me trouble grandement. 13 mars. Aujourd'hui, pendant notre promenade de l'après-midi, alors que je me tenais à 50 yards du port réel, j'ai senti la sensation de l'eau se refermant sur ma tête. L'expérience fut si accablante que j'ai haleté à voix haute. Éléanore a exprimé son inquiétude pour ma santé. L'écriture dans ces entrées restait contrôlée, mais le contenu révélait une jeune fille essayant de rationaliser quelque chose qui n'avait aucune explication rationnelle. Elle se référa aux textes médicaux de son père, se demandant si elle souffrait d'une affection neurologique, peut-être liée aux troubles nerveux qu'il diagnostiquait parfois chez ses patientes. Mais les expériences sensorielles étaient trop spécifiques, trop cohérentes, trop puissamment réelles pour n'être que de simples hallucinations. Quelque chose se manifestait dans la conscience de Catherine, quelque chose qui défiait le monde victorien ordonné dans lequel elle vivait. Le 15 mars, les sensations abstraites s'étaient consolidées en quelque chose de bien plus spécifique et d'infiniment plus troublant. L'entrée de Catherine à cette date documenta ce qu'elle appela la première véritable vision, une expérience qualitativement différente des épisodes sensoriels fragmentaires qui l'avaient précédée. Elle lisait dans le salon, pendant qu'Éléanore s'exerçait à la broderie, une scène domestique ordinaire rendue horrible
par ce que Catherine perçut soudainement. Sa vision, et elle utilisa ce mot délibérément, le distinguant du rêve ou de l'hallucination, montrait Eleanor suspendue dans une eau sombre, son corps flottant face contre l'eau, les bras étendus dans une posture que Catherine décrivit avec une terrible précision comme étant à environ 45 degrés de la verticale, suggérant une descente interrompue par la flottabilité. L'eau entourant sa sœur semblait trouble, d'un brun verdâtre, avec des particules de sédiments visibles dans ce que Catherine estima être la lumière de fin d'après-midi. Plus significativement, elle pouvait voir des pilotis en bois, des poteaux épais incrustés de bernacles et d'algues, positionnés dans une configuration qui suggérait une jetée ou une structure de quai. La vision dura peut-être 10 secondes, mais Catherine la documenta sur 3 pages de son journal, y compris une esquisse au crayon qui existe encore dans le journal, une image brute mais reconnaissable d'une petite silhouette flottant dans l'eau entre des lignes verticales représentant des poteaux. Le dessin, examiné par des experts en documents en 1982, fut confirmé comme ayant été créé en mars 1876, correspondant à la composition de l'encre et au vieillissement du papier des entrées environnantes. La réaction de Catherine à cette vision révéla à la fois son intelligence et son désespoir. Elle consulta immédiatement la bibliothèque médicale de son père, recherchant les affections qui pourraient produire des perceptions fausses aussi vives. Le 17 mars, elle écrivit une entrée détaillée, analysant ses symptômes à travers le prisme de la discipline de son père, énumérant les diagnostics possibles, hystérie, neurasthénie, voire la congestion cérébrale, que le docteur Whitmore identifiait parfois chez les patients signalant des phénomènes mentaux inhabituels. Elle documenta sa décision de se confier à son père, consignant leur conversation du 18 mars avec la précision d'une transcription judiciaire. Le docteur Whitmore, nota-t-elle, écouta avec un sérieux professionnel, mais conclut que Catherine souffrait de « une imagination hyperactive » combinée à une disposition nerveuse commune aux jeunes filles d'un tempérament sensible. Il prescrivit du repos, de l'air frais et l'abstinence de lecture de romans gothiques qu'il soupçonnait d'avoir influencé ses rêves. L'entrée de Catherine ce soir-là révéla sa frustration face à ce diagnostic. Elle savait que ce qu'elle vivait transcendait toute catégorie que la médecine de son père pouvait aborder. Les visions continuèrent de s'intensifier. 20 mars. La même image, mais maintenant je pouvais voir la robe d'Éléanore en coton bleu avec de la dentelle blanche au col. Je ne l'ai jamais vue porter une telle robe. 22 mars. La durée de la vision approche maintenant les 30 secondes. Je peux observer des détails spécifiques, le motif des ondulations à la surface de l'eau, l'espacement exact des pilotis, à environ 6 pieds de distance. La lumière suggère la fin de l'après-midi, peut-être 4 ou 5 heures. 24 mars. Je vois ses mains maintenant, pâles sous l'eau, les doigts légèrement recroquevillés. L'image est si vive que je dois me rappeler à plusieurs reprises qu'Eleanor est vivante, assise en face de moi au petit déjeuner. La transformation dans la compréhension de Catherine se produisit entre le 25 et le 28 mars, documentée à travers des entrées qui révélaient un esprit brillant et terrifié, aux prises avec une réalité impossible. Elle avait commencé à reconnaître que les visions n'étaient pas aléatoires, pas des aperçus fragmentaires d'une horreur imaginée, mais plutôt des observations répétées d'un événement unique et spécifique. Le 25 mars, elle écrivit ce qui allait devenir le passage le plus glaçant de tout le journal. Je n'imagine pas la mort d'Éléanore. J'en suis témoin. Il y a une différence fondamentale que je n'avais pas perçue jusqu'à présent.
Ce ne sont pas des créations de mon esprit, mais des observations de quelque chose qui se produira. À partir de ce moment de terrible lucidité, l'approche de Catherine changea entièrement. Si elle percevait effectivement un événement futur, alors la documentation pourrait servir soit à le prévenir, soit, à défaut, à fournir la preuve de quelque chose qui défiait toute loi naturelle. Ses entrées devinrent extraordinairement systématiques, d'une précision clinique. Le 26 mars, elle documenta la robe dans les moindres détails, pas simplement du coton bleu avec de la dentelle blanche, mais spécifiquement une robe de jour avec un corsage ajusté, des manches gigots et une garniture de dentelle au col et aux poignets dans un motif que Catherine esquissa avec une attention minutieuse. Elle nota qu'Eleanor ne possédait pas actuellement une telle robe, mais ajouta de manière menaçante « Mère a mentionné avoir commandé de nouvelles robes de printemps à Madame Hartley, la couturière. Je dois découvrir ce qui a été commandé. » Le 27 mars se concentra entièrement sur le lieu. La vision de Catherine s'était étendue pour inclure des détails contextuels au-delà de la forme flottante d'Eleanor. Elle pouvait maintenant voir des portions de la structure du quai, spécifiquement le Granville Dock, identifiable par les bornes d'amarrage en fer distinctives qu'elle reconnaissait de leur promenade. Elle documenta la position exacte par rapport aux entrepôts, l'angle de vue suggérant qu'elle observait depuis la jetée elle-même, à environ 20 pieds de l'endroit où Eleanor flottait. Le plus troublant était sa documentation de la profondeur de l'eau, qu'elle estimait entre 8 et 12 pieds en se basant sur la visibilité du corps d'Eleanor et les motifs de réfraction qu'elle observait. Les conditions météorologiques reçurent une attention égale. 28 mars. Le ciel dans mes visions montre des caractéristiques constantes. Une couverture nuageuse épaisse, un gris uniforme sans variation, suggérant un ciel complètement couvert. La qualité de la lumière indique la fin de l'après-midi, environ 4h30 à 5h, d'après l'angle et l'intensité. Je perçois une humidité dans l'air, cette qualité particulière qui précède la pluie au printemps. Mais l'entrée qui s'avérerait la plus significative vint le 29 mars, écrite d'une main qui montrait les premiers signes de détérioration par rapport à l'écriture habituellement contrôlée de Catherine. Elle nota s'être réveillée d'une vision. N'étant plus confinées aux heures d'éveil, elles envahissaient maintenant son sommeil, avec une certitude absolue sur un dernier détail. La date. Elle ne pouvait expliquer comment elle le savait, seulement que la connaissance existait dans sa conscience avec la même réalité indéniable que les détails visuels qu'elle avait documentés. Le 12 avril 1876. Elle écrivit la date 3 fois dans son entrée, comme si la répétition pouvait en quelque sorte altérer sa vérité. Il restait 14 jours. Catherine Whitmore, âgée de 14 ans, connaissait le jour exact où sa sœur se noierait, et chaque détail de la manière dont cela se produirait. Les entrées des 11 premiers jours d'avril documentèrent une descente psychologique douloureuse à observer, même à un siècle de distance. L'entrée de Catherine du 1er avril consignait sa décision de tout avouer à sa mère, une conversation qui eut lieu dans le salon du matin et dura, selon la notation soignée de Catherine, 18 minutes. Elle transcrivit la réponse de sa mère avec une précision dévastatrice. « Tu as lu trop d'histoires à sensation, Catherine. Ton père et moi avons discuté de ton état nerveux. Ce fantasme morbide à propos d'Eleanor doit cesser immédiatement. » Margaret Whitmore attribua les visions de sa fille à l'entrée dans la féminité, cette transition mystérieuse que la médecine victorienne tenait pour responsable d'innombrables maux féminins. Elle prescrivit la prière, les travaux d'aiguille et l'évitement de toute surstimulation. L'entrée de Catherine se concluait ainsi. « Elle ne me croit pas. Personne ne me croira jusqu'à ce que cela arrive, et d'ici là, il sera trop tard. » Le 3 avril documenta une conversation plus troublante avec le docteur Whitmore, qui examina Catherine avec une préoccupation professionnelle,
vérifiant son pouls, examinant ses yeux, posant des questions détaillées sur ses habitudes de sommeil et alimentaires. Il diagnostiqua un état nerveux aigu et suggéra que si les pensées dérangeantes persistaient, il pourrait avoir besoin de consulter un collègue spécialisé dans les troubles de l'esprit féminin. L'entrée révéla l'horreur de Catherine face à cette suggestion. Les implications d'une telle consultation en 1876 pouvaient signifier l'internement, le retrait du foyer, des traitements impliquant l'isolement et la sédation. Elle résolut de cacher les visions en cours à ses parents, tout en redoublant d'efforts pour protéger Éléanore par d'autres moyens. Les entrées suivantes documentèrent des stratagèmes de plus en plus désespérés et élaborés. 4 avril. Catherine feignit la maladie, espérant maintenir les 2 sœurs confinées à la maison, mais leur mère insista pour qu'Éléanore continue sa routine normale. 5 avril. Elle inventa une histoire sur des hommes brutaux rôdant près du port, tentant d'effrayer Éléanore pour l'éloigner des quais. Mais Éléanore, avec un défi enfantin, insista qu'elle n'avait pas peur. 6 avril. Catherine renversa, accidentellement, de l'encre sur la nouvelle robe d'Éléanore. Le coton bleu, avec de la dentelle blanche qui était arrivé de chez Madame Hartley, exactement comme Catherine l'avait prévu, espérant que sa destruction pourrait en quelque sorte altérer la séquence prédéterminée des événements. Leur mère fut furieuse, punissant Catherine en la consignant dans sa chambre. L'écriture dans ses entrées commença à se détériorer sensiblement. L'entrée du 8 avril montrait des irrégularités dans la formation des lettres, des mots s'évanouissant ou se répétant parfois. Le 9 avril révéla toute l'étendue de l'état psychologique de Catherine. 6 visions aujourd'hui, chacune plus détaillée que la précédente. Je peux maintenant voir les ondulations se propager depuis le corps d'Éléanore. Je peux compter les bernacles sur le 4e pilotis. Je connais la température exacte de l'eau, environ 48 degrés. Comment puis-je savoir ces choses? Comment puis-je arrêter ce que je ne peux empêcher? Ni 10 avril. Demain, et puis le jour J. J'ai tout essayé. J'ai supplié, menti, manigancé, prié. Éléanore pense que je suis devenue folle. Peut-être que je le suis. Mais la dernière entrée avant l'événement, écrite le 11 avril à 11 heures du soir, consistait en une seule phrase répétée sur une page entière d'une écriture de plus en plus frénétique. Je ne laisserai pas cela arriver. Je ne laisserai pas cela arriver. Je ne laisserai pas cela arriver. L'entrée du 12 avril commença précisément à 3h17 de l'après-midi, l'heure notée avec une précision obsessionnelle en haut de la page. Catherine écrivit « C'est aujourd'hui. Je le sais avec une certitude qui transcende la connaissance rationnelle, la même certitude avec laquelle je connais mon propre nom. Le ciel est couvert depuis ce matin, exactement comme je l'ai vu. Éléanore porte la robe bleue. Mère l'a envoyé faire une course pour livrer un paquet à Madame Crawford près de la Marine Parade. Il m'a été interdit de l'accompagner, punition pour mon hystérie continue. Mais je ne peux pas, je ne la laisserai pas y aller seule. Je pars maintenant pour la suivre. Si je peux la rattraper avant qu'elle ne s'approche du port, si je peux l'empêcher physiquement de s'approcher du Granville Dock, peut-être que l'avenir dont j'ai été témoin pourra encore être modifié. Peut-être que le libre arbitre existe après tout. » L'entrée s'arrêtait là, au milieu de la page, le reste de l'espace étant vierge. Ce qui suivit fut un vide qui parlait plus éloquemment que des mots. Aucune entrée pour le reste du 12 avril, les pages vides, comme si Catherine avait été incapable d'écrire ce qui s'était passé ensuite, comme si le langage lui-même avait échoué. L'entrée suivante apparut le 13 avril, datée en haut, écrite d'une main qui ressemblait à peine à l'écriture précédente de Catherine, tremblante, irrégulière, parfois illisible. « Éléanore s'est noyée hier vers 16h45.
Je l'ai trouvée au Granville Dock, exactement là où je savais qu'elle serait, exactement comme je l'avais vue. J'avais 7 minutes de retard. L'entrée se poursuivait sur 6 pages, chaque mot semblant extrait au prix d'un effort psychologique considérable. Catherine documenta qu'elle avait suivi Éléanore à travers les rues, en gardant ses distances pour ne pas alerter sa sœur, observant Éléanore livrer le paquet, puis, inexplicablement, dévier du chemin direct pour rentrer. Éléanore avait marché vers le port, attirée par ce que Catherine décrivit comme « aucun but apparent », comme si elle était poussée par une direction invisible. Catherine avait alors couru, abandonnant la furtivité, mais Éléanore était déjà descendue au niveau inférieur du quai, s'était déjà trop approchée du bord où les pilotis en bois se dressaient dans leur configuration d'intervalle de 6 pieds. Ce qui se passa ensuite resta flou dans le récit de Catherine. Éléanore avait soit glissé sur les planches mouillées, soit s'était trop penchée sur le bord, peut-être en regardant quelque chose dans l'eau. Elle tomba en avant, se cognant la tête contre un pilotis avant d'entrer dans l'eau. Catherine atteignit le bord du quai à temps pour voir le corps de sa sœur flotter face contre l'eau, les bras étendus exactement à l'angle qu'elle avait documenté des semaines plus tôt, la robe bleue flottant autour du corps d'Éléanore, les pilotis en bois visibles en parfaite correspondance avec ses croquis. L'eau était trouble, d'un brun verdâtre à cause des sédiments du port. Le ciel restait uniformément couvert. Il était 16h45. Chaque détail que Catherine avait documenté depuis le 15 mars s'était manifesté avec une exactitude absolue et impossible. Catherine avait crié à l'aide, et 2 dockers sortirent Éléanore de l'eau en moins de 3 minutes, mais la jeune fille était déjà morte. Probablement à cause du traumatisme crânien initial ou de la noyade dans les secondes précédant son sauvetage. L'impossible s'était produit. L'examen médical du corps de sa plus jeune fille, mené par le docteur Whitmore dans l'heure qui suivit sa mort, documenta des constatations qui allaient plus tard acquérir une terrible signification. Le rapport d'autopsie, conservé dans les archives municipales de Douvres, enregistra une contusion sur la région temporale droite, compatible avec un impact contre un objet solide, de l'eau dans les poumons, indiquant la noyade comme cause principale du décès, et des lividités cadavériques suggérant que le corps avait flotté face contre l'eau pendant environ 3 à 5 minutes avant d'être récupéré. L'heure du décès fut estimée entre 16h43 et 16h47 le 12 avril 1876. L'enquête du coroner, convoquée le 15 avril, classa la mort d'Éléanore comme une noyade accidentelle. Le rapport officiel décrivit les conditions météorologiques, ciel couvert, menaçant de pluie, les spécificités du lieu au Granville Dock, la position du corps lors de sa récupération entre le 4e et le 5e pilotis, et les vêtements de la victime. Une robe de jour en coton bleu avec une garniture de dentelle blanche. Ce fut Margaret Whitmore qui découvrit les entrées du journal 3 jours après les funérailles. Catherine avait été confinée à son lit depuis la noyade, soignée par le docteur Whitmore, qui diagnostiqua un choc nerveux aigu. Dans une tentative de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait réconforter sa fille survivante, Margaret avait fouillé la chambre de Catherine et trouvé le journal dans sa boîte en bois. Elle lut les entrées de mars, d'abord avec confusion, puis avec une horreur croissante. Au moment où elle atteignit les prédictions détaillées documentées entre le 25 et le 29 mars, elle lisait avec des mains tremblantes. Elle apporta le journal à son mari ce soir-là. Le docteur Whitmore passa 4 heures à examiner chaque page, comparant les entrées datées avec le rapport du coroner qui se trouvait sur son bureau. La correspondance était absolue et inexplicable. Catherine
avait documenté la robe bleue avant qu'elle ne soit commandée. Elle avait spécifié le Granville Dock avant qu'Eleanor n'ait aucune raison de s'y rendre. Elle avait enregistré la météo, l'heure, la position du corps, l'espacement des pilotis, des détails qui correspondaient aux conclusions officielles avec une précision qui défiait toute explication rationnelle. Le plus troublant était la date. Le 12 avril, écrite de la main de Catherine le 29 mars, 2 semaines avant que l'événement ne se produise. L'analyse graphologique, menée par le docteur Whitmore lui-même, avec l'aide d'un collègue familier de la documentation médico-légale, confirma que toutes les entrées avaient été écrites en séquence chronologique continue. La composition de l'encre restait constante, le papier montrait une progression de vieillissement appropriée, il n'y avait aucune preuve de page ajoutée ou modifiée après coup. Le 20 avril, le révérend Thompson fut convoqué au domicile des Whitmore. Le journal lui fut présenté comme un problème théologique. Comment une jeune fille pouvait-elle percevoir des événements futurs, à moins que Dieu ne lui ait accordé une vision prophétique? Et si c'était le cas, pourquoi lui aurait-il montré une tragédie qu'elle était impuissante à empêcher? Le révérend, après avoir lu des entrées sélectionnées, suggéra que l'influence démoniaque pourrait expliquer la connaissance précognitive, mais ne put offrir aucun cadre théologique pour ce que le journal représentait. La police de Douvres fut impliquée le 22 avril lorsque des questions se posèrent sur le fait de savoir si la prescience de Catherine constituait une preuve de son implication dans la mort de sa sœur. L'inspecteur William Carrington interrogea Catherine pendant 2 heures, examinant les entrées du journal avec la suspicion de quelqu'un cherchant la preuve d'une conspiration ou d'une fabrication. Il n'en trouva aucune. Les dates furent vérifiées par de multiples témoins qui avaient vu Catherine écrire dans le journal tout au long du mois de mars. L'impossible restait impossible, documenté et authentifié, défiant tout ce que la rationalité victorienne pouvait comprendre. Les entrées du journal reprirent le 3 mai 1876, après un silence de 3 semaines suivant la mort d'Éléanore. Ce que Catherine documenta dans ses entrées ultérieures s'avérerait encore plus troublant que sa prédiction de la noyade elle-même. Lorsque les chercheurs de la British Library examinèrent le journal en 1982, menant une analyse médico-légale complète à l'aide de techniques indisponibles pour les Victoriens, ils découvrirent quelque chose que le docteur Whitmore et l'inspecteur Carrington avaient manqué. La capacité prophétique de Catherine ne s'était pas arrêtée avec la mort d'Éléanore. Les entrées du 15 avril 1876, 3 jours après la noyade mais écrites avant certains événements ultérieurs, contenaient des références à des incidents qui seraient plus tard confirmés par la propre documentation rétrospective de Catherine et par des archives historiques indépendantes. Elle écrivit, le 15 avril, à propos d'un incendie qui se produirait au bureau du capitaine du port de Douvres le matin du 23 avril, prenant naissance dans la salle des archives, détruisant environ 40% des manifestes de navigation datant de 1871. L'édition du 24 avril 1876 du Dover Chronicle, conservée dans les archives de la ville, rapporta exactement un tel incendie, survenu à l'heure et à l'endroit que Catherine avait spécifié 8 jours plus tôt. Plus troublantes encore étaient les entrées de mai où Catherine tentait de documenter ses expériences temporelles continues. 3 mai. Je ne suis pas certaine de quand j'existe. J'écris cette phrase le 3 mai, mais en formant les mots, je vis simultanément le 17 juin. Je peux voir la lumière de l'après-midi dans le salon, à cette date future, sentir le chèvrefeuille fleurir à l'extérieur de la fenêtre. Entendre mère parler à la nouvelle bonne dont je ne connais pas encore le nom, mais que j'apprendrai être Sarah. Le 7 mai révéla que la bonne nommée Sarah fut en effet embauchée le 15 mai, exactement comme l'observation temporellement déplacée de Catherine l'avait indiqué.
Les experts médicaux examinant le journal en 1982 documentèrent ce qu'ils qualifièrent de phénomène de déplacement temporel. Catherine semblait écrire sur des événements futurs, non pas comme des prédictions, mais comme des observations directes, utilisant des constructions au présent qui suggéraient qu'elle vivait plusieurs périodes de temps simultanément. Le docteur Helen Marsh, une neuropsychologue spécialisée dans les troubles de la perception temporelle, nota dans son analyse de 1983 que les descriptions de Catherine ne correspondaient à aucune condition psychologique ou neurologique connue. La jeune fille n'hallucinait pas ou ne confabulait pas. Elle percevait des événements futurs réels avec la même clarté sensorielle qu'elle percevait son moment présent. Les entrées du journal de la fin mai devinrent de plus en plus fragmentées, montrant d'une conscience luttant pour maintenir sa cohérence à travers de multiples expériences temporelles. 24 mai. J'écris ceci, mais je lis aussi ceci, dans plusieurs mois, me souvenant de l'avoir écrit. Le passé et le futur s'effondrent en un seul moment de conscience. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai pas pu sauver Eleanor. Je n'assistais pas à un futur possible que j'aurais pu empêcher. J'observais un événement fixe qui s'était déjà produit du point de vue de mon moi futur. Les implications étaient stupéfiantes. Catherine Whitmore semblait avoir existé partiellement en dehors de la progression temporelle normale, expérimentant le temps de manière non linéaire, d'une façon qui suggérait que la conscience elle-même pourrait ne pas être liée par le flux unidirectionnel qui régissait la réalité physique. Aucun cadre scientifique, ni en 1876, ni en 1982, ne pouvait expliquer adéquatement ce que le journal documentait. Le journal de Catherine Whitmore se trouve actuellement dans les collections spéciales de la British Library, sous la désignation à accès restreint ADD. Disponible uniquement pour les chercheurs accrédités qui doivent fournir une justification écrite pour son examen. Les restrictions existent non pas en raison de sa fragilité, le journal reste remarquablement bien conservé, mais à cause de ce que les notes d'acquisition de l'institution appellent délicatement la capacité du document à générer une controverse improductive. Entre 1982 et 1991, le journal a subi une analyse médico-légale approfondie, utilisant des technologies qui auraient semblé aussi impossibles aux Victoriens que la prophétie de Catherine. L'analyse de la composition de l'encre par chromatographie en phase gazeuse spectrométrie de masse a confirmé que toutes les entrées ont été écrites avec de l'encre ferrogallique conforme aux formulations disponibles en 1876, sans aucune preuve de source d'encre différente qui suggérerait des ajouts ultérieurs. L'analyse des fibres du papier a révélé des motifs de vieillissement uniformes dans tout le journal, sans sections anormales. Plus significativement, l'examen microscopique des motifs de compression du papier, là où la plume de Catherine a touché la surface, a montré une progression chronologique continue. Chaque page portant les marques de pression cumulées des pages tournées au-dessus d'elle dans la séquence précise indiquée par les dates. Les entrées documentant la noyade d'Eleanor ont été écrites sur du papier qui montrait des motifs de compression d'au moins 15 pages suivantes, preuve physique qu'elles ont été créées avant les entrées ultérieures et non ajoutées rétrospectivement. Le docteur Robert Finch, l'expert en documents judiciaires qui a mené l'analyse de 1985, a conclu son rapport avec une franchise sans précédent. Je ne trouve aucune preuve de falsification, d'altération ou d'ajout rétrospectif. Le journal semble documenter une connaissance précognitive d'événements futurs spécifiques, une conclusion à laquelle j'arrive avec une certitude scientifique, malgré son impossibilité. Les tentatives d'expliquer la capacité de Catherine ont proliféré dans de multiples disciplines, toutes finalement inadéquates. Les parapsychologues citent le journal comme preuve de la précognition,
bien qu'ils ne puissent en expliquer le mécanisme. Des physiciens quantiques ont suggéré des théories impliquant la rétrocausalité ou l'intrication quantique de la conscience à travers le temps, des cadres qui restent entièrement spéculatifs. Les psychologues proposent une coïncidence extrême combinée à un biais de sélection, mais cette explication s'effondre face aux détails spécifiques et vérifiés que Catherine a documentés des semaines à l'avance. Les neurologues n'ont trouvé aucun cas comparable dans la littérature médicale. Catherine Whitmore a vécu jusqu'en 1934, mourant à l'âge de 72 ans, dans un cottage près de Douvres, ne s'étant jamais mariée, n'ayant jamais eu d'enfant, et ne parlant jamais publiquement du journal qui documentait la mort de sa sœur. Les quelques lettres survivantes de ces dernières années, conservées dans des collections privées, révèlent une femme qui a vécu tranquillement, a travaillé comme professeur de mathématiques et de sciences naturelles, et a maintenu un silence absolu sur les événements de 1876. Elle a demandé dans son testament que le journal reste scellé jusqu'à 50 ans après sa mort, une demande qui a été honorée jusqu'à la démolition de la maison qui a exposé la cavité murale où elle l'avait caché. Le journal reste aussi impossible aujourd'hui qu'il l'était en 1876, authentifié, vérifié, scientifiquement examiné. La preuve qu'une jeune fille de 14 ans a documenté une tragédie avec des détails précis des semaines avant qu'elle ne se produise, la preuve que la conscience humaine et le temps lui-même pourraient fonctionner selon des lois que nous ne comprenons pas encore.